Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Je salue également nos amis caméramans et également, je crois que c'est Facebook, là-bas on aura un Facebook Live, donc nous sommes en direct sur le monde entier. Bonjour aux amis du monde entier, aux amis du compte, j'espère que vous nous entendez. N'hésitez pas à mettre des likes et à partager, ça fera plaisir à tout le monde. Bienvenue donc ici à Philippeville pour cette première version des contes d'un soir, l'antenne belge, en tout cas ici présente au Wallonie. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On a fait appel à différents conteurs de la communauté française. Ils viennent de Liège, ils viennent de Bruxelles, ils viennent de Charleroi, ils viennent de Verviers, ils viennent d'Espagne, ils viennent de différents endroits, donc de la communauté française. Et pour commencer, nous avons demandé à se définir comme ça, comme étant la plus ancienne conteuse francophone en activité. Elle vient de Liège, Liège qui a fêté ses 20 ans hier de Maison du Comte, la Maison du Comte de Liège. Et donc c'est Marie-Claire de Smet, que l'on peut applaudir. C'est un conte traditionnel amérindien, j'insiste. C'était tout au début du monde. L'homme est fatigué. Est-il fatigué de nature? A-t-il beaucoup travaillé? L'histoire ne le dit pas, ça n'en a pas d'importance. L'homme se couche, s'endort. Ça ne fait pas l'affaire de la petite bête de l'homme. La petite bête de l'homme se détache. Hé, gros paresseux, réveille-toi. L'homme. La petite bête de l'homme saute sur le sentier. Elle n'a pas de jambes. Elle saute. Et vous savez comme moi que sauter à pieds joints, c'est très fatigant. La petite bête de l'homme se fatigue, devient maladroite, tombe dans les orties. Ah! Les orties, ça pique, ça cuit, ça brûle. Et la petite bête de l'homme se débat, et plus elle se débat, plus ça pique, ça cuit, ça brûle. Au secours! Qu'est-ce que tu fais là dans les orties? Pose pas de questions idiotes, s'il te plaît. Sors-moi de là. L'homme, il n'aime pas souffrir. L'homme, il aime bien sa petite bête. Héroïquement, l'homme rattrape sa petite bête et la raccroche à la bonne place. Mais vous savez comme moi, quand on a été dans les orties, il ne suffit pas d'en sortir. Ça continue, ça pique, ça cuit, ça brûle encore et encore et encore. Et la petite bête de l'homme souffre. Au secours, aidez-moi, soignez-moi. Un onguent, une pommade, quelque chose. Et la petite bête de l'homme trouve une caverne chaude, douce, tendre, avec un onguent si délicieux. Et la petite bête de l'homme éclate de joie. Et voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, la petite bête de l'homme, elle est toujours à la recherche de la caverne si chaude, si douce, si tendre, avec son onguent si délicieux. Voilà. Ah, les petites bêtes. On pourra en raconter des histoires. Ce n'est pas le thème en fait de cette nuit du conte, c'est la transmission. Que ne transmettons pas avec ces petites bêtes. Bien, nous allons continuer maintenant avec Hélène Désirant. Quand je lui ai demandé tout à l'heure, avant
ce spectacle. Dis-moi Hélène, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Il me dit rien. Rien. Alors je prends, ce sont des lettres en fait qui sont dans son prénom, dans Hélène Désirant. Vous avez le R, le I, le E et le N. R comme rare, certainement. I comme imaginative, E comme étrange et N, ne ratez pas le moment qui va suivre. Hélène Désirant. J'avais un mari. Il était petit. Mais c'était mon mari. Alors je l'ai pris dans ma maison. J'ai monté avec lui l'escalier. Je l'ai mis dans ma chambre. Je l'ai mis dans mon lit. La nuit, je me suis collée tout contre lui. Mais il a glissé sous les draps du lit. Alors à tâtons, dans l'obscurité, je l'ai cherché, mais il était petit. Il était perdu. J'ai pris une chandelle et je l'ai glissée sous les draps et j'ai encore cherché. J'ai dû être maladroite parce que la flamme m'a caressé le tissu et d'un coup, le feu a pris dans la paillasse. Alors j'ai bondi hors du lit. La chambre était noire de fumée. J'ai attendu. J'ai retrouvé mon homme. Il était rôti. J'ai pris mon mari dans les bras. J'ai descendu l'escalier. J'étais dans la cuisine. Je l'ai déposé sur le bois de la table, un peu raidi, fort noirci. Je me suis servi un grand verre de vin. J'allais pas trop bien. Sur la petite nappe de Vichy, j'ai mis une assiette, une fourchette et un couteau. Je l'ai mis dans l'assiette. J'ai mangé. Pour me consoler. Femme qui prenait un mari, ne le prenez pas trop petit. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu quel homme, qu'il est petit. Frère Jacques. Frère Jacques était un moine jacobin, si bien qu'il mangeait bien et qu'il dormait dans un lit bien douillet. Et donc la nuit, il avait parfois quelques difficultés pour sonner les matines. Et très certainement que le matin, les moines se moquaient de lui et ont inventé cette petite chanson « Frère Jacques, dormez-vous ». Mais à cette époque-là, Frère Jacques était aussi le nom, le petit nom, de l'instrument sexuel des hommes. Et donc, si on imagine
une femme, en train de murmurer sous les couvertures. Frère Jacques, dormez-vous? Sonnez les matines. Ce ding-dong qui résonne et qui fait vibrer toutes les parois de l'édifice. Trois petits cochons pendus au plafond. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Vous en voulez? Combien? Titine, Mapine, Tonton Mirliton, la couille de papa se balance au plafond. Le mec se désole de les voir balancer. Et moi, je rigole de les voir dessécher. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de sucer des fils de son caleçon. C'était des fragments. C'était des fragments de ma mémoire enfantine. Irrévérencieux, sensuel et impertinent. Nous jouions à Colin-Maillard. Et l'enfant qui était au milieu avait les yeux bandés. Et on le faisait tourner jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre. Et puis on lui demandait: as-tu perdu ta femme? Oui. De jour ou de nuit? De jour. Cherche-la la nuit. C'est tout. Moi, je tiens à vous signaler que je ne sais pas ce que les conteurs vont vous proposer. Donc, parfois, le hasard fait bien les choses. On reste dans la thématique un petit peu gaillarde. Voici une chanson, enfin, en tout cas, une petite musique qui est un peu dans le thème. Je joue au pied. Non, c'est dans l'autre sens. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Ça, alors, c'est marrant. Je sais pourquoi. Parce que maintenant j'apprends la trompette, et la trompette c'est pas la même façon de jouer dans un harmonica. Donc en fait c'était quand elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillonne, une belle petite gaillonne. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillonne pour mettre le canari. Yobala, yobala, Très bien. Nous avons installé maintenant l'atmosphère pour accueillir le conteur suivant. Il nous vient des hauteurs de la Belgique, de la région de Liège-Verviers, qui est encore plus haut que Liège. Et également dans un petit coin des Fagnes, avec l'histoire de bière qu'il m'a raconté tout à l'heure. Mais son nom, les noms des gens indiquent parfois beaucoup sur leur personnalité. Il s'appelle Fauconnier. Qui dit Fauconnier dit faucon. Faucon, c'est rapace avec l'œil perçant. Et tel un grand prédateur, il survole le monde des contes et puis il s'arrête. Il trouve des auteurs différents. Et l'auteur qu'il vous présentait, c'est Mendes, les contes d'Eva Luna, dont voici un extrait par Paul Fauconnier. Je vais peut-être, je veux bien Jackie tout de suite rectifier, c'est Isabelle Allende. Ah, mais j'aimais bien Eva Mendes. Oui, ben, moi aussi, mais voilà, je les rends ce qui lui appartient. Absolument. Donc voilà, c'est pas un conte traditionnel, c'est une histoire adaptée des contes des jeunes. J'ai un peu beaucoup de lumière dans les yeux et je vois pas du tout les gens. Je suis casqué, hein, je sais. J'aime bien voir les gens. Merci Thierry, si c'est Thierry toujours.
Donc voilà. Alors je suis désolé, je ne vais pas continuer dans la même veine que Marie-Claire et Hélène. Pas que je ne veuille pas, mais je ne connais pas l'histoire. Par contre, je vais profiter du fait que, si j'ai bien compris, vous êtes assez polyglotte. Donc il faut, oui, quand même une petite précision, donc tous les contes d'Eva Luna, je vous recommande la lecture de ce très beau livre, tous les contes d'Eva Luna se passent pour la plupart au Chili, ou en tous les cas dans cette région du monde. Et celui-ci ne fait pas d'exception. Au mur, des peintures représentant des scènes de la vie traditionnelle dans les Alpes, de jolies bergères aux belles joues roses, rondes, rouges, aux longues tresses blondes, des grands gaillards en costume tyrolien traditionnel, de belles grosses vaches paissant paisiblement dans des prairies bien vertes, une petite église au clocher de bois. Sur 3 murs, des tables, des chaises, au centre, la piste pour danser. Dans un coin sur son estrade, l'orchestre, un saxo, un accordéoniste, un batteur, en costume de peau, culotte de peau, vous voyez, à bretelles, des gros bas gris, et sur la tête un chapeau de feutre que des années et des années de transpiration ont fini par transformer en perruque vaguement verdâtre. Derrière les musiciens accrochés au mur, un aigle empaillé. Il lui pousse encore parfois, de temps en temps, paraît-il, une nouvelle plume. Dans le fond, le comptoir. Derrière le comptoir, Don Rupert, le patron. Le patron arrivé là, un beau jour, un peu par hasard, et qui a recréé au milieu des bananeraies et sous le soleil des tropiques un petit coin de son enfance. Tout ça, c'est le petit Edelberg. On y vient surtout pour danser, surtout le samedi soir. L'orchestre excelle dans les polkas, les mazurkas et surtout les valses. Une clientèle d'habitués, tous les ouvriers indiens des plantations voisines, et puis tous les expatriés aussi de la région, quelle que soit leur origine, qui se retrouvent là un peu comme par magie chez eux. Un des couples les plus assidus, c'est le capitaine et la petite Héloïsa. Tous les samedis, depuis des dizaines d'années, tous les samedis soirs, ils dansent ensemble. Chacun sent la moindre attention de l'autre, le plus petit mouvement, la plus infime pression des doigts. Les voir danser, c'est un véritable régal. Mais à les voir, il est impossible de croire qu'en tant d'années, ils n'ont jamais échangé un seul mot. Mais non, le capitaine, il est arrivé là il y a si longtemps, on ne sait pas très bien par quel hasard. Son bateau, sans doute quelque part au fond de l'eau. On ne sait pas très bien quelle langue il parle, le capitaine. D'ailleurs, personne ne se souvient de l'avoir jamais entendu parler. Don Rupert, le patron, dit qu'il est finlandais. Allez savoir. La petite Héloïsa, elle a travaillé toute sa vie dans une fabrique de chocolat. Elle ne parle pas un seul mot d'une autre langue que l'espagnol. Alors le finlandais, vous pensez bien. Elle a travaillé toute sa vie, maintenant elle ne vit plus que pour ça. Le samedi soir, venir danser. Elle arrive, toujours vêtue d'une petite robe bleu pâle, ses cheveux blancs ramassés en chignon. Elle laisse toujours derrière elle un délicat parfum de confiserie. Quand elle pousse la porte, l'orchestre joue quelques mesures spécialement à son attention. Don Rupert se précipite pour l'accueillir, la conduire à sa table, toujours préservée. Elle s'assied. En général, le capitaine est déjà là, à sa table à lui. Il lui laisse poliment le temps de s'installer, de boire une ou deux gorgées de vin blanc. Puis il se lève, il rajuste sa belle veste d'uniforme aux gros boutons dorés. Il traverse la salle. Il s'arrête devant la table de la petite Héloïsa dans un garde-à-vous parfait. Il s'incline, cérémonieusement, elle se lève. Ils vont danser. Et d'ailleurs tellement fragile qu'on pourrait croire qu'à chaque danse, elle va se briser, mais non. En général, elle est parmi les tout derniers à partir. Et ce samedi-là, comme tous les samedis, on danse au petit Edelberg. Enfin, pas la petite Héloïsa ni le capitaine, ils font une petite pause. La porte s'ouvre et 2 grands gaillards entrent, tout blonds, barbus. Ils déposent dans un coin leur gros sac à dos, ils choisissent une table, ils commandent de la bière. Et bientôt, plus personne ne fait attention à eux.
capitaine est assis à sa table, il les regarde, il essaye de les écouter par-dessus le brouhaha de la salle. Il se lève, il fait quelques pas vers les deux étrangers, il hésite, il fait demi-tour, il va se rasseoir, il se lève de nouveau, il traverse la salle, il leur parle. Ainsi, le capitaine sait parler. Et non seulement il sait parler, mais les deux autres ont l'air de le comprendre. Petite discussion à trois, puis un des étrangers se lève et dans un anglais approximatif, il appelle Don Rupert qui se précipite, toujours serviable. Petite discussion à quatre. Don Rupert n'a pas l'air de très bien comprendre ce qu'on lui veut, mais au bout d'un moment, et voilà tous les quatre qui retraversent la salle et qui s'arrêtent en file devant la table de la petite Héloïsa. Le capitaine se met au garde à vous, il prend une grande aspiration. Picou, Héloïsa, Alouatan Mene Cansini Nemisin. Un des étrangers réfléchit une seconde, il se tourne vers Don Rupert. Il says, Little Héloïsa, will you marry me? Don Rupert sursaute, rougit, frétille de la moustache, ses yeux s'allument. Héloïsita, el capitán dice que quiera casarse con usted. Le français, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Hein. Vous avez prouvé qu'il était très fort là-dedans. Bon, la petite Héloïsa blêmit, sursaute, tout saute, crachote, elle attrape son petit mouchoir, elle se tamponne les lèvres. Est-ce quizás un poco rapido? Isn't it a bit fast? Hay que se ole ven así oiden queretimiste. Olen, odot nelgekimente vota, lex ni jonkun, jocarpus amakelte. He says, he was waiting for 40 years to meet someone speaking his language. Eloisa, el capitán dice que ha esperado 40 años para encontrar a alguien que habla su idioma. Hay que considerar. She will have some time to think about that. Se va a tirar tinta. Me voyen neodota nelgitimenti vuota. He says, he can't wait again for 40 years. Eloisita, el capitán dice que no puede esperar 40 años todavía. Le petit Edelberg est changé en musée de cire. La réponse de la petite Héloïsa, pas besoin de la traduire. Tout le monde a compris. Tout le monde se remet à bouger, certains poussent des hurrahs, d'autres essuient délicatement une petite larme au coin de l'œil. Pour la première et sans doute pour la dernière fois de sa vie, Don Rupert offre une tournée générale. L'orchestre attaque la valse préférée de la petite Héloïsa, le beau Danube bleu. Le capitaine se penche vers sa fiancée, il lui prend la main, elle se lève, il l'enlace, il l'emmène jusqu'au centre de la piste et il danse. Il danse, il danse. Chacun l'a regardé. Et ainsi chacun put voir la petite Héloïsa peu à peu disparaître, tour après tour devenir dentelle. Le saxo fit signe aux deux autres qu'il fallait continuer à jouer encore et toujours dentelle, ombre légère, évanescence. Le capitaine maintenant tournait seul, cherchant à retenir encore ses souvenirs entre ses mains tremblantes. De la petite Héloïsa ne restait plus sur la piste qu'un léger parfum de chocolat. Tout le monde était figé, personne n'osait interrompre la valse. L'orchestre reprenait sans fin le beau Danube bleu. Et dans la musique, personne n'entendit le capitaine balbutier les deux seuls mots d'espagnol qu'il connaissait et qu'il avait répété en lui-même pendant tant et tant d'années. Te quiero.
à l'honneur aujourd'hui, ainsi que d'autres langues. Voici pour vous une petite histoire où l'italien est nécessaire. Il s'agit d'une histoire célèbre que vous avez tous vécue, connue, certainement apprise en français. Il s'agit du renard et du corbeau, il corbotto e il renardo. Uno corbotto bello, noiro, simpatico, ma un idiota, unica da tutta l'Italia. Questa corbotta sta sulla brancia di una sardina con il formaggio nella buccia. Il renardo, una crapulla. Flato idiota. Buongiorno, signor Corbotto. Ma che tu sei bello. E se tu canta, tu sei ancora più bello. Prego, canta una melodia. E il Corbotto, un grande cretino, apre la buccia per cantare e il babibello tomba per la mano. Onta, confusione, desesperato, il Corbotto giuro, ma troppo tardi. Moralità, quando tu mangia, ferma la buccia. Il s'agit de Philippe Noël, dont ce sera bientôt la fête dans un mois et demi, et de Laure Tchèque, sa partenaire. Ils vont proposer une histoire à deux. Je ne sais pas s'ils vont suivre la voie qui a été initiée depuis le début de cette série, mais enfin, le plateau est à vous. Qui nous viennent de cultures différentes et qui nous a semblé intéressant d'articuler. Vous en jugerez, vous nous direz quoi. La première histoire commence à la nuit des temps. Le vieux père et vieille mère, après avoir créé animaux et végétaux, ont façonné l'être humain. Ils lui ont donné un corps avec un visage et ce qu'il faut pour voir, pour écouter, pour sentir, pour goûter. Ils lui ont donné aussi un cœur et un esprit conquérant. Et quand tout fut terminé, quel bel enfant! Quel bel enfant! Pour que cet enfant soit terminé, complet, il faudrait qu'il sache d'où il vient et qu'il puisse découvrir sa conscience divine. Oui, certes, l'homme est un dieu puisqu'il est né de nous, mais le savoir divin est quelque chose d'aussi précieux que fragile. Et je crains fort de le laisser aux mains de notre fils et des enfants de ses enfants. Comme je les pressens, il pourrait bien l'abîmer, le gaspiller. Voilà. Vieille mère, je crois qu'il faudrait le leur cacher. Convaincre vieux mari qu'il est bon que nos enfants découvrent leur conscience divine n'est pas chose facile. Il veut la cacher. C'est vrai, un peu de difficulté pour nos enfants n'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais enfin, j'aimerais tout de même qu'ils puissent découvrir leur conscience divine. Alors, vieux mari, vous la cacheriez-nous, cette conscience divine? Que dirais-tu du sommet le plus haut de la montagne le plus élevée d'ici-bas? Là, elle pourrait vivre tranquille, introuvable, et nous continuer à vivre en paix. Tu n'y penses pas? Un jour, nos enfants iront là-haut, aussi facilement sur le sommet le plus haut. Hein?
Et là, ils découvriront leur conscience divine avant même qu'il soit midi dans la vie de la terre. Non. Et vieux père, perplexe, s'en va réfléchir dans son jardin. Pendant que vieux père va réfléchir dans son jardin, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une vieille légende raconte qu'Adam et Ève, toujours au paradis, n'ayant pas encore croqué la pomme, vivent un bonheur béat. Adam est parti faire un jogging. Ève reçoit la visite de Satan. Bonjour Ève. Toujours aussi jolie. Dis donc, j'ai affaire là. Tu me garderais mon enfant quelques instants? Bien sûr, Sat. Il est si mignon. Eh bien, merci. À plus. Adam revient. Il voit le fils de Satan. Enfin, Ève, tu es folle. C'est le fils du diable. Ni une ni deux, il prend le fils du diable, le tue, le coupe en morceaux et envoie les morceaux par-dessus les océans et par-dessus les montagnes, puis s'en retourne faire quelques exercices. Vieux père, dans la première histoire, il a bien réfléchi. Vieille mère, je crois que tu avais raison. Oui, il faut trouver un endroit moins venteux et surtout moins visible. Que dirais-tu du fond le plus profond, du plus vaste des océans ici-bas, chez les poissons aveugles? Là-bas, nos fils et nos filles n'iront jamais dans cette fosse en lumière. Ah non, un jour nos enfants construiront des vaisseaux prodigieux et ils iront là jusqu'au fin fond des océans. Et là, ils découvriront leur conscience divine. Et vieux père, de plus en plus perplexe, se gratte la barbe, le front, et s'en va réfléchir dans son jardin. Revenons à la deuxième histoire. Satan en revient. Il voit Ève, le regard fuyant, l'air embarrassé. Mais ce n'est pas grave. Allez, Adam est bien trop susceptible, trop méfiant. Mais ce n'est pas ta faute. Tu es gentil, toi. Allez. Il invoque le nom de son fils et les morceaux se rassemblent en un seul et unique, vivant à leur côté. Et voilà le travail. Mais je n'ai pas fini le mien, il faut que tu me le gardes encore. Oh non, ça, tu exagères. Allez, ma petite Évinette, pour l'amour de Dieu. Bon, d'accord, mais pas trop longtemps. Je ne serai pas long. Adam, il revient, il voit le fils de Satan pour la deuxième fois. Mais enfin, Ève, arrête un peu d'écouter ce baratineur, ce belâtre. C'est à moi que tu dois faire confiance. Il prend le fils de Satan, le tue pour la deuxième fois, le coupe en morceaux, le brûle et envoie les cendres sur la planète. Puis s'en retourne faire quelques pompages. Là, vieux père, il est sûr à trouver la bonne idée. J'ai trouvé les nerfs. Dans le désert le plus nu, le plus brûlant. Là, conscience divine pourra vivre introuvable. Et tu as réfléchi tout ce temps pour me dire ça? Un jour, nos enfants, dans le désert, les construiront des gratte-ciel, des buildings, du chaud, ils en feront du froid, des arrosoirs géants. Et là, sur un plateau d'argent, ils découvriront leur conscience divine. Et vieux père, presque désespéré, s'en va réfléchir dans son jardin. Adam, il revient, il voit à nouveau le fils de Satan. Et là, il entre vraiment dans une colère de tous les diables.
Allez, oublie cela. Et à nouveau, il invoque le morceau de son fils. Les cendres, elles se reconstituent en un seul et unique petit garçon. Vivant à leur place. Mais je n'ai toujours pas fini. Il faut que tu me gardes encore un peu. Va dire rétro, Sat. Non, je ne le garde plus. Satan se fait plaintif, suppliant, flatteur, séducteur. Ève craque. Satan lui laisse son fils et s'en va. Adam, il revient cette fois-ci. Il voit le fils de Satan. Il regarde Ève, il la fusille du regard. Il tue le fils de Satan, le coupe en morceaux, rôtit les morceaux et mange un morceau et donne l'autre partie à Ève, puis s'en retourne digérer sous son pommier. Marie-Père, il l'a trouvé. Eureka, vieille mère, Eureka! Regarde le soleil, que sait-il de son éclat? Regarde la rivière, que sait-elle de la soif? Dans le souffle et le sang de nos enfants, au plus profond d'eux-mêmes, au plus chaud de leur cœur, voilà où nous allons cacher leur conscience divine. Et comme la lumière ignore tout de son éclat, comme l'on ne sait pas qu'elle donne vie au monde, nos fils et nos filles ignoreront la part divine dont nous les avons pétris. Là, j'avoue que la cachette est subtile. Ils auront du mal à la trouver, leur conscience divine. Et vieux père, fier et rassuré, s'en va méditer dans son jardin. Satan revient. Il voit Ève et Ève lui explique ce qui s'est passé. Adam a encore tué ton fils. Il l'a coupé en morceaux, il l'a rôti, il en a mangé une partie. Et moi, j'ai mangé l'autre. Mais c'est bien ça, c'est bien, c'est exactement ce que je voulais. La chair de mon fils fait maintenant partie de celle d'Ève et de celle d'Adam. C'est exactement ce que je voulais. Vieux père et vieille mère ont fait comme il l'avait dit. Ils ont caché la conscience divine au plus profond de l'être humain. Vieux père est reparti à ses occupations et à sa méditation, tant que la vieille mère, elle se dit. Ils auront du mal à la trouver, leur conscience divine, mais je connais mes enfants. Ils y arriveront. Confiance. Confiance. Nous entrons dans un autre domaine maintenant, la philosophie, la sagesse, et pourquoi pas. Nous allons continuer maintenant avec une conteuse qui nous vient du pays des Terry, du pays dit noir, mais qui a beaucoup de couleurs. Il s'agit de Pascal Bayens. Pascal, c'est à toi. Moi, j'adore les gnocchis. Vous connaissez les gnocchis? Oui. Bah oui, avec la mise en bouche de Luigi tout à l'heure, vous savez comment on les fait, les gnocchis? Non. Comment on fait les gnocchis? Je la patate. Non, avec de la pomme de terre. Ah, la pomme de terre et puis La farine. la farine. En effet, on fait donc une belle petite pomme de terre, on met de la farine, et puis quand elle est un
peu séché, on peut rouler des petits boudins, comme ça. Et puis on coupe les petits berlingots. Et avec ton pouce, tu viens appuyer sur chaque berlingot et tu replies. Et ça fait comme des petites oreilles. Ça me donne une idée. Je vais vous raconter cette histoire. Alors, on part un peu dans le sud de l'Italie, et puis là, on traverse. Et dans un petit village, il y a bien longtemps, il y a un ogre. Un ogre qui sévit et qui fout la panique dans tout le village. Chaque semaine, il va dans un foyer, il kidnappe un enfant, il rentre chez lui et il le bouffe. Alors, ça ne peut plus durer. Les femmes courageuses du village, elles se réunissent, elles réfléchissent, elles tiennent conseil, et un jour, elles vont trouver Baborco. Baborco, c'en est assez maintenant. On a trouvé un plan. Voilà ce qu'on te propose. Chaque jour, on te cuisine quelque chose, un bon repas, de quoi remplir bien ton estomac, mais promets-nous, plus jamais tu touches à un de nos enfants. Bon, ma foi, la proposition est alléchante, et Baborco accepte. Et ainsi, chaque jour, dans les chaumières, on cuisine et ça mitonne et ça marmite, et chaque jour, on amène un copieux repas, un vrai festin à Baborco. Dans le village, dans une toute petite maison très modeste, vit Pietrino. Pietrino et sa maman, Anna. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, la maman de Pietrino court très tard le soir, parfois même jusqu'au milieu de la nuit, pour pouvoir joindre les deux bouts et essayer de survivre. Et ce jour-là, c'est au tour d'Anna de cuisiner pour Baborco. Alors, elle a essayé d'y mettre tout son cœur et elle a cuisiné des gnocchi. Pietrino, mon fils, viens, mon fils. Il faut amener ce plat de gnocchi à Baborco. Mais attention, ne touche à aucun des gnocchis, sinon Baborco va te manger. Et le petit Pietrino, oh, dommage, ça sent drôlement bon. Pietrino, attention, tu ne touches à aucun des gnocchis. Bon, d'accord. Et Pietrino part chez toi. Marche que je te marche, marche que je te marche la route. On dirait qu'il y a un petit gnocchi qui veut sortir du plat. Oh, si j'en mange juste un tout petit, Baborco va rien. Alors que fait-il? Il le mange. Marche que je te marche la route, marche. On dirait encore notre petit gnocchi qui veut sortir du plat. Un seul petit deuxième gnocchi. Oh, il a. Marche que je te. Ma parole! Mais on dirait que tous les gnocchis veulent sortir de mon plateau! Et que fait Pietrino, pardon? Et il mange tous les gnocchis. Le plat est vide. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Baborco va me manger! Marche que je te marche, la route est longue. Marche que je te. Et en passant un peu plus loin, là dans un pré, il y a des petits biquets qui sont en train de brouter l'herbe tendre. Mais des petits biquets qui sont en train de faire des belles petites crottes bien noires et bien fumantes. Oh, chouette! Des gnocchis de chèvre. Il remplit le plateau et marche que je te marche, la route est longue. Marche que je te marche, la route est longue. Baborco, c'est moi, Pietrino. J'amène les gnocchis que ma mère a cuisinés ce matin pour toi, Baborco. Ma, entre le petit, viens. Non, va. Tu me déposes.
sa chambre. Ma, cours, Pietrino, cours toujours. Cette nuit, je suis chez toi, et cette nuit, tu ne m'échapperas pas. La nuit venue, chose promise, chose due, Baborco est là. Pietrino, c'est moi, Baborco, je suis sur la première marche. J'arrive en haut, cache-toi, petit crétino. Et Pietrino se cache sous la fenêtre. Pietrinello crétino, c'est moi, Baborco, j'arrive en haut. Cache-toi, petit malin. Et Pietrino, hein, il court, et il va se cacher derrière l'armoire. Pietrinello, je suis sur la troisième marche, c'est moi, Baborco, j'arrive en haut. Cache-toi. Et le petit Pietrino ne sait plus où aller se poster. Et Pietrino, c'est moi, Baborco, je suis en haut. Cache-toi derrière la porte que je t'emporte. Et que fait-il? Il ouvre la porte, il attrape Pietrino, il l'avale. Après quoi, il s'installe dans le petit lit. Hein. Bon, il arrive. Et là, il s'endort en ronflant très fort. Et la maman de Pietrino, elle avait continué à coudre, elle était allée se coucher, et là, elle entend maintenant les ronflements très très forts. Alors, dès qu'elle arrive dans la chambre, elle voit l'ogre installé de tout son long avec son ventre énorme, elle comprend l'histoire. Alors, elle redescend d'Ardard, elle va chercher ses grands ciseaux, et l'on sort Pietrino. Attaque. Maman, je te jure, plus jamais je ne donnerai les crottes de bique à Baborco. Mais, Crétino, va vite ramasser le plus de crottes de bique que tu peux et reviens le plus vite que tu peux. Et c'est ce qu'il fait avec son petit panier, il remplit tout, il revient et que font-ils? On ouvre le ventre de l'ogre et on met toutes les crottes de bique et après quoi, elle recoue, je vous avais dit qu'elle était couturière, donc elle est bien équipée, et elle recoue. Et l'ogre, il continue à ronfler très fort. Quelques heures plus tard, de fait, Baborco se réveille et il tente de se lever et il est pris vraiment de douleur et de crampes abdominales, vraiment. Il titube, il arrive en haut de l'escalier, bam, badaboum, badatra, il dévale. Il est mort. Basta così, bien fait pour lui. Le lendemain, l'histoire du petit Pietrino arrive dans les chaumières. Et là, c'est la fête. Viva Pietrino! Viva Pietrino! Et pendant 3 jours et 3 nuits, on a chanté, on a bu, on a dansé et on a mangé des gnocchis. Et l'histoire, elle est finie. Voilà, avant d'accueillir notre dernière intervenante, qui nous prépare une petite surprise, j'ai une histoire relativement courte à vous proposer. C'est un conte d'amour, une histoire d'amour qui se passe dans un cirque. C'est un clown très timide qui est amoureux de la trapéziste flamboyante. Il répète régulièrement en journée et le soir, lorsque la trapéziste fait son numéro, le clown est toujours là. Regardez si elle ne va pas tomber. Et il brûle d'amour pour cette trapéziste, mais il n'ose pas lui déclarer son amour. Et à la dernière représentation, il décide de prendre son courage à 2 mains. Nous voilà donc au moment crucial, les tambours. La trapéziste est au bord, il y a bien une vingtaine de mètres, elle se prépare, les trapèzes balancent, elle accroche pour les trapèzes, roulement de tambour, elle se lance, et quand elle se lance, le clown lui dit « Je t'aime !» Elle entend ce « je t'aime », elle est distraite, elle rate son trapèze et elle tombe. C'était la chute de l'histoire.
filet. Et donc, la trapéziste rebondit, le clown, la voix, elle remonte, alors le clown monte sur le filet et il danse et il s'enlace. Ils ne font pas l'amour en public quand même. Nous accueillons maintenant Ria Carbonèse, qui est une artiste qui, depuis maintenant quelques années, elle fait pas mal de festivals. Elle va même partir, je crois, l'année prochaine en Afrique pour présenter un de ses spectacles. Elle tourne actuellement avec Du bout des lèvres, que l'on verra notamment dans une ville du Brabant wallon. Il faut que je prenne mon petit livre rouge parce que c'était compliqué comme nom. Elle m'a dit que c'était à Saint-Risbar, le 1er décembre et le 13 décembre à Lessines. Donc, voici venir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ria Carbonèse. Bonsoir. Tu n'es pas toute seule. Non, j'ai demandé. Là, vous le connaissez, on peut l'applaudir également. Alors oui, Abidjan, bonsoir, bonsoir. Je suis chez vous au mois de mars, avec Du bout des lèvres. Super. Moi non. Alors quand on m'a demandé de raconter une histoire de transmission, je me suis dit, transmission. Le conte en soi, c'est de la transmission. Donc, et puis j'ai pensé une histoire, et là maintenant j'en ai choisi une autre. Mais c'est merveilleux. C'est une histoire que j'ai entendue un jour, donc je ne sais pas de qui elle est. Elle n'est pas de moi, ça c'est sûr, mais je l'aime beaucoup, et j'espère que je la sers bien. Je peux commencer? Ah oui, et Luigi m'accompagne, voilà, m'accompagne. Je l'accompagne sur une histoire que je ne connais pas. Voilà. Donc c'est de l'impro totale. Hein, Je veux une musique joyeuse, triste. Une musique d'ambiance. Parfait. Je savais que c'était l'homme qu'il me fallait ce soir. Dans ce pays-là, on raconte que lorsqu'un enfant naît, on lui offre 4 cadeaux. Le premier cadeau qu'on offre à l'enfant, c'est un coquillage. On pose le coquillage à côté de l'enfant et on lui dit ça, c'est pour que tu aimes la mer. Le second cadeau, c'est une fleur. La plus belle fleur qui soit en la saison de la naissance de l'enfant. On pose la fleur à côté de l'enfant et on lui dit ça, c'est pour que tu aimes la terre. Le troisième cadeau est un peu plus grand. C'est une cage. Une cage avec un oiseau dedans. On pose la cage à côté de l'enfant. On ouvre la cage. L'oiseau s'envole. Et on dit à l'enfant, ça, c'est pour que tu aimes l'air. Le quatrième cadeau, le dernier, il est tout petit. C'est une fiole, petite bouteille, opaque, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Elle est fermée, la fiole. On la pose à côté de l'enfant et on lui dit ça. Ça ne l'ouvre jamais, jamais. Parce que ça, c'est pour que tu aimes le mystère. Ah, moi j'aime bien. Je t'ai nourri, alors plein d'histoires, Dieu, père, mère, des capitaines, Des cavernes, des petites bêtes. des petites bêtes, on des nous femmes bien. qui disparaissent. Mais vraiment, c'est formidable. Alors moi j'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré. J'invite tous les artistes de ce soir à venir sur scène maintenant, afin de faire une photo de groupe.
la photo de groupe de cette première conte d'un soir. Venez nous rejoindre, les petites bêtes. Les petites bêtes, la Non, il a dit les petites bêtes, j'ai pas oublié les petites bêtes. Waouh, quelle bonne soirée. En plus, en français, on a tout compris. Comment on dit la petite bête en italien? La piccola, La piccolina bestia. Est-ce que tout le monde est là? Enfin, la Brücken. Oh, le futur. Siamo tutti insieme, sì? Grazie. À l'écoute sur tous les sites sociaux, que ce soit la Maison du Conte, que ce soit à Philippine, que ce soit à Liège, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Bruxelles. Soyez attentifs, il y aura des informations très intéressantes à venir. Merci à vous tous. Oui, Paul. Et le site conteur au pluriel.be. Oh, très important. Celui de la